Bonjour à tous. Bonjour à tous. Est-ce que vous nous entendez bien déjà pour commencer? Est-ce que quelqu'un peut nous faire un petit retour dans le chat pour dire que le son et l'image sont OK? Parfait, super. Super. Eh bien, écoutez, merci d'être avec nous là pendant 40 petites minutes sur le pacte du trail, sujet un peu technique, mais qui va concerner peut-être beaucoup d'entre vous sur notamment la transmission des entreprises au profit de vos enfants. Allez, on démarre. Donc juste, bon, vous connaissez nos têtes maintenant. Moi, vous me retrouvez assez souvent sur les lois de finances. Angèle, qui est ma partenaire aussi sur des sujets plus techniques, on avait fait la holding. Et donc là, on vous avait promis un jour de faire aussi un sujet sur le pacte du trail. Donc, nous sommes tous les deux fiscalistes au sein du groupe TGS. Groupe TGS que vous connaissez aussi. Il y a pas mal de webinaires qui sont organisés par notre groupe. Particularité du groupe TGS, c'est que on est un groupe interdisciplinaire, c'est-à-dire qu'on rassemble à la fois les métiers du conseil pour les entreprises, à la fois de l'expertise comptable, de avocat, informatique, consultant, paye, et j'en passe, et des meilleurs. On a à peu près 35 000 clients. On est basé surtout dans l'ouest de la France, avec une petite antenne à Paris qui s'occupe de tout ce qui est fiscalité internationale, euh, notamment en lien avec notre réseau TGS Global, qui est un réseau de plusieurs cabinets d'expertise comptable et d'avocats partout dans le monde, qui permet à nos clients de les accompagner là où ils souhaitent aller. Je passe ces petites slides de présentation. Vous retrouverez le support à la fin de la diffusion et vous l'avez disponible pendant 6 mois. Donc juste quelques petits thèmes qu'on vous a mis dans un petit sommaire. Donc le contexte du pacte du trail, je vais en faire quelques mots. Angèle ensuite attaquera sur les règles du dispositif. On vous mettra un exemple de ce qu'on appelle nous un LBO familial et le pacte du trail, c'est-à-dire une transmission familiale des parents vers les enfants. Et puis une partie sur le du trail et le démembrement de propriété, nue propriété, usufruit, que vous connaissez peut-être déjà. Donc évidemment, on balayera pas tout le pacte du trail. Hein. On pourrait en faire 1 ou 2 jours plein. On a décidé de prendre ce qui pourrait vous intéresser là actuellement. Juste, je vous donne quelques éléments de contexte. Donc le pacte du trail, ça vient du secrétaire d'État à l'époque, sous Jacques Chirac, il y a une vingtaine d'années maintenant, Renaud Dutreil, qui avait créé ce dispositif qui permet de dire que quand vous transférez une entreprise de parents vers les enfants, par donation ou par succession. Donc on n'est pas dans une hypothèse de cession. Hein. Ceux qui veulent céder leurs entreprises, c'est pas le bon webinaire. On est vraiment sur donation, succession. Donc c'est une transmission à vos enfants. Eh bien, le problème, c'est qu'à l'époque, les baby boomers, toute une génération partait à la retraite et il n'y avait pas forcément de repreneurs. Et c'est là où vous avez vu arriver parfois des Américains, parfois des Chinois, parfois des investisseurs financiers. On avait tout un tissu de PME, TPE, ETI qui étaient bien implantés sur le territoire français, mais qui partaient à l'étranger, ou en tout cas détenus par des étrangers, parce qu'il n'y avait pas de repreneurs. Pourquoi il n'y avait pas de repreneurs? Parce que la fiscalité de la transmission était vraiment très forte à l'époque. Donc, Renaud Dutreil a créé un dispositif qui dit, lorsque votre entreprise, par exemple, vaut 1 million d'euros et que vous la transmettez à vos enfants, on va retenir une valeur décotée de 75%. Et donc, quand vous allez chez le notaire faire votre donation ou votre succession, on retiendra 250 000 euros de valeur et non pas 1 million. Donc, c'est quand même un super outil qui n'a pas d'égal dans le monde. Hein. On est vraiment les seuls à avoir mis en place cet outil qui permet de faciliter toute la transmission des TPE et des PME sur la base d'une exonération de 75% de la valeur. Alors le problème, c'est que aujourd'hui, ça a déclenché un peu les passions, on va dire, notamment journalistiques. Vous avez peut-être suivi un cache investigation d'Élise Lucet il y a 1 an et demi sur le pacte du trail, puisque évidemment ce pacte il a été utilisé notamment par des grandes familles comme LVMH, la famille Pinault, la famille L'Oréal, etc., etc. Donc évidemment, quand vous avez des groupes qui valent 1, 2, 3, 4, 5, 10 milliards et pour lesquels on fait un abattement de 75%, vous doutez bien que les enjeux financiers sont astronomiques. Évidemment, ça coûte très cher à l'État.
Vous avez eu la une des Échos la semaine dernière sur ce sujet, hein, où à peu près les Échos disaient que le vrai coût du pacte Dutreil chaque année est de l'ordre de 4 milliards d'euros par an. Donc évidemment, il y a une espèce de focus sur les grandes familles françaises qui utilisent ce dispositif, mais je vous rassure, nous, on l'utilise beaucoup pour nos TPE, PME, parce que sans ça, il n'y aurait pas d'entreprise familiale en France. Donc, vous voyez, ce dispositif qui est très intéressant a essayé d'être remis en cause par une proposition de loi communiste au Parlement, là, il y a quelques semaines, qui a été rejetée le 5 juin, donc vous voyez, il y a 3 semaines, à la fois par la partie, on va dire, Ensemble Macron, la partie Les Républicains et la partie Rassemblement National. Mais donc, vous voyez qu'il y a toujours une vague un peu de contestation de ce dispositif. Pour certains, la suppression, hein, je pense notamment à la France Insoumise. Pour d'autres, notamment ratiboiser un petit peu l'abattement, c'est-à-dire au lieu d'avoir un abattement de 75% de la valeur, on aura un abattement de 50, de 25, ou un plafonnement selon la valeur de l'entreprise. Donc, sujet très chaud politiquement, surtout dans le contexte actuel. Et en plus de ça, nous, on a un autre sujet, c'est qu'on a énormément de contrôles fiscaux sur les sujets de pacte Dutreil grâce à l'intelligence artificielle. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de contentieux, c'est-à-dire qu'on vous donne une carotte fiscale qui est un abattement de 75% sur la valeur. Et de l'autre côté, évidemment, vous avez des contrôles fiscaux. Ce qu'on vous donne d'une main, on essaie de le reprendre de l'autre main. Et ça, vous allez voir qu'en ce moment, c'est très dur pour les conseils, les avocats, les notaires de se défendre dans ces dossiers-là parce que c'est bourré de choses. Voilà un peu pour le contexte du trade. Donc évidemment, c'est un outil indispensable si vous voulez transférer votre entreprise, vos parts de société à votre famille. Vous pouvez quasiment pas faire autrement. Mais en même temps, c'est très complexe dans la mise en œuvre. Juste dernier élément de contexte, on vous a remis les droits de donation, les droits de succession, c'est le même barème entre parents et enfants. Alors vous voyez tout de suite que en fait, donc ça c'est le barème pour un parent vis-à-vis d'un enfant. Je vous rappelle que vous avez un abattement de 100 000 euros par parent et par enfant tous les 15 ans, c'est-à-dire vous avez une enveloppe fiscale où vous pouvez transférer à vos enfants 100 000 euros tous les 15 ans sans que l'État vous pique un quelconque droit de donation, droit de succession. Par contre, au-delà de ces 100 000 euros, vous voyez que les tranches, ça fait mal, puisque vous êtes très vite à la tranche à 20%, hein, au-delà de 15 000 euros donnés. Et surtout, nous, ce qui nous concerne, c'est que pour les entreprises, une entreprise qui vaut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 millions et plus, eh ben, vous regardez le barème, il est juste astronomique, puisque on vous taxe à hauteur de 45% pour tout ce qui dépasse 1,8 million de valeur. Donc, si vous n'avez pas ce pacte Dutreil, on va voir après, les droits de donation sont juste impossibles. C'est-à-dire que vous donnez aux enfants l'entreprise, et sans le pacte Dutreil, il faut un tel cash pour payer les droits de donation que les gens se disent « je préfère pas donner, je préfère prendre un chèque à travers un investisseur ou un acquéreur, parfois étranger, mais au moins je suis tranquille, je paye ma fiscalité, je récupère mon cash et je vais reconstituer mon patrimoine par ailleurs ». C'est pour ça que Renaud Dutreil est intervenu avec le pacte. Et juste, peut-être une petite simulation, on en verra plusieurs. On vous l'a fait sur 10 millions, on a fait vraiment très simple. 2 parents, un enfant, enfant unique. Pourquoi enfant unique? Parce que vous savez, la démographie française, hein, il y a très longtemps, moi, ma génération, dans nos familles, on était 2, 3 frères et sœurs. Mais aujourd'hui, de plus en plus, on voit des générations arriver où il y a souvent un seul enfant, donc un enfant unique. Et donc là, évidemment, l'enfant unique qui récupère de ses parents une entreprise sans pacte Dutreil, ça va coûter 3,4 millions d'euros à peu près de droits de donation, de droits de succession. Donc autant vous dire, il y a quand même plus d'un tiers qui part à l'État, donc ça donne pas envie de transmettre son entreprise. Et de l'autre côté, quand vous donnez avec un pacte Dutreil, alors selon différents mécanismes, vous pouvez tomber jusqu'à 312 000 euros de droits. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est un rapport de 1 à 10 en termes de droits. C'est juste gigantesque. Donc évidemment, les grandes familles et puis nous, nos clients TPE, PME, quand on leur explique ce dispositif et notamment l'intérêt financier, tout le monde se dit go, on va sur le pacte Dutreil. Donc ce pacte Dutreil, Angèle va nous en dire un peu plus dans comment ça marche, quels sont les mécanismes, et puis on avancera sur quelques points d'alerte.
Donc, on va voir dans un premier temps les règles du dispositif. Alors, le pacte du Treuil, on en parle maintenant depuis 10 minutes. Qu'est-ce que c'est concrètement? Concrètement, le pacte du Treuil, c'est 2 engagements. D'abord, vous allez avoir un premier engagement collectif pour une durée de 2 ans et ensuite un engagement individuel pour une durée de 4 ans. Ça veut dire que pendant 6 ans, vous allez avoir une contrainte en termes de détention des titres. L'idée, c'est qu'on va avoir un premier engagement signé. Cet engagement-là, il va être d'une durée minimale de 2 ans et c'est pendant ce délai de 2 ans que va intervenir la donation. Évidemment, si vous êtes sur une succession, eh bien, on va avoir l'engagement collectif avec une reconduction tacite et il prendra fin postérieurement au décès. Une fois que la transmission est faite, eh bien, on va arriver au bout de l'engagement collectif et vous aurez ensuite l'obligation de détenir les titres pendant 4 ans à titre personnel. En plus de cette obligation de conservation, eh bien, vous avez des contraintes particulières, notamment l'exercice d'une fonction de direction. Il est donc impératif que l'une des personnes qui est signataire du pacte exerce une fonction de direction au sein de la société. Peut-être un petit point, Angèle, je te coupe 2 secondes sur ce sujet-là. Sujet qui crispe aussi un peu l'administration fiscale. Pourquoi? Parce que comme vous le dit Angèle, dans la conclusion de ce pacte, donc il y a souvent les parents qui sont membres du pacte et qui transmettent à leurs enfants. Le texte actuel vous dit celui qui a signé le pacte peut continuer d'exercer cette notion de fonction de direction. Je m'explique. À l'origine, le dispositif, c'était de se dire des parents qui transmettent à leurs enfants, les enfants récupèrent les parts et doivent exercer leur activité professionnelle dans cette entreprise. Ce qui me paraît assez logique. Tu as un avantage fiscal, la contrepartie, c'est qu'à minima, les enfants travaillent dans l'entreprise. En fait, aujourd'hui, quand vous regardez le texte, c'est pas vraiment ça qui se passe dans tous les dossiers. Pourquoi? Parce que souvent, les parents, ils peuvent transmettre les parts avec le dispositif. Les enfants s'engagent à conserver les parts pendant 4 à 6 ans, là, comme on l'a vu. Et la fonction de direction, elle est exercée par les parents. Ce qui fait qu'on a des dossiers où ce sont les parents qui font la fonction de direction, qui continuent de travailler dans la boîte, qui la dirigent. Et en fait, les enfants ne sont que actionnaires avec un engagement de conservation. Et ça, l'administration, ça commence à l'agacer. Elle a commencé à mettre en place des petits dispositifs qui ont été retoqués. Mais ce qu'elle souhaiterait comme réforme, c'est de dire que dorénavant, quand tu as le bénéfice d'un pacte du travail, tu dois conserver les titres et tu es obligé d'exercer ta fonction de direction dans la société que tu reprends. Or, aujourd'hui, c'est pas vraiment le cas. Donc, évidemment, tout le monde joue un peu sur ce texte qui est très favorable aujourd'hui, mais faites attention, c'est quelque chose qui pourra changer à un moment ou à un autre. Alors, l'autre spécificité de ce pacte, c'est que vous ne pouvez pas faire un pacte du travail sur n'importe quelle structure. Le pacte du travail, il doit nécessairement être appliqué sur une société qu'on appelle une société opérationnelle, donc avec une activité commerciale, une activité industrielle, une activité agricole, artisanale ou une société holding animatrice. Et là, ça devient plus compliqué parce que, comme on va le voir, il y a énormément de sujets sur les holdings animatrices. Alors, on avait déjà fait un webinaire sur les holdings. Là, l'objectif, c'est un petit peu de revenir sur les particularités. Sur la holding passive, vous êtes sur une société holding qui détient des titres de participation avec peu importe le nombre de sociétés détenues. Et donc, cette société holding passive, son seul objectif, c'est de détenir des titres. À l'inverse, quand vous êtes sur une société holding animatrice, eh bien, vous avez certes des filiales, mais votre société holding, elle est censée animer ses filiales. Donc, vous devez être au niveau de la société holding dans une idée d'animation du groupe, de contrôle des filiales, de gestion, de définition d'une vraie politique de groupe. Ce qui n'est pas du tout le cas dans la holding passive où vous êtes purement sur de la détention. Du point de vue de l'administration fiscale, quand vous êtes sur une holding animatrice, vous êtes considéré comme une société opérationnelle. Donc, c'est là qu'on voit tout l'intérêt que la holding soit opérationnelle, puisque si c'est une holding animatrice et qu'on la considère comme une société opérationnelle, eh bien, vous aurez le pacte sur l'intégralité de la holding animatrice. Là où, si vous êtes sur une holding passive, eh bien, nécessairement, votre pacte, vous allez devoir le prendre sur les sociétés opérationnelles. Et donc, si vous avez une SCI, eh bien, elle sera sortie du giron du bénéfice du pacte du trade. Pour vous donner un exemple, hein, la holding non animatrice, là, dans notre schéma, on va dire, elle vaut 10 millions. La SAS vaut 4 millions, la SARL vaut 4 millions, ça fait 8, et la SCI vaut 2 millions. Quand on va faire la donation avec le dispositif du trade, l'abattement des 75% ne fonctionnera que sur les 4 millions de la SAS et les 4 millions de la SARL. Les 2 millions de la SCI, eux, prendront le barème plein pot
qu'on a vu au démarrage, c'est-à-dire jusqu'à 45%. A contrario, quand vous êtes sur une holding animatrice, le pacte du trade, il est fait sur la holding animatrice dans sa globalité. Et c'est là que l'administration, pour le coup, est extrêmement agacée. C'est que dans la holding animatrice, vous pouvez avoir la SAS, la SARL pour 4 millions, x 2, 8 millions. Et la SCI qui est à 2 millions, dès lors qu'elle est sous la holding animatrice, on considère que le global est éligible au du trade. Donc, ça, c'est un sujet de crispation dans le contentieux actuellement, parce que évidemment, il y a des petits malins qui considèrent que leur société holding est animatrice, et donc ils mettent du patrimonial, ils mettent des liquidités, de la trésor, des placements, et ils disent, hop là, pas vu, pas pris, ma holding est animatrice, donc tout ce que détient ma holding animatrice est éligible au du trade. Alors que si vous étiez sur une holding, je reviens en arrière, non animatrice, vous voyez que le pacte du trade ne marche que sur la SAS et que sur la SARL. Donc, ça nous est arrivé d'avoir des dossiers où on est dans une holding non animatrice. Je vous donne un exemple, un peu caricatural, mais qui nous est déjà arrivé. 10 millions de trésorerie dans la holding non animatrice, 10 millions de sociétés d'exploitation. Le pacte du trade ne marche que sur la moitié de la valeur. Si par contre, on avait considéré que la holding était animatrice de groupe, eh bien, dans ces cas-là, c'était les 20 millions dans la globalité qui bénéficiaient du pacte du trade et de l'abattement des 75%. Alors évidemment, c'est un enjeu phénoménal pour l'administration. Et l'administration, c'est quoi son jeu favori? C'est de dire que votre holding, elle n'est pas animatrice. Donc vous imaginez, vous faites votre donation, vous activez votre pacte du trade sur votre holding dite animatrice avec vos conseils. 2 ans après, vous avez un contrôle fiscal. L'administration dit, au fait, je suis désolé, mais pour moi, elle n'est pas réellement animatrice. Donc on va rentrer dans ce que c'est qu'une holding animatrice. On considère différents critères pour être une holding animatrice, sachant que ça reste des critères qu'on vous présente, mais qui derrière sont vérifiés par l'administration fiscale, qui, elle, va venir regarder les faits et la réalité de votre quotidien et du quotidien de la structure. Dans les textes aujourd'hui et dans la jurisprudence qu'on a, ce qu'on voit, c'est que pour être une holding animatrice, il faut nécessairement avoir une participation active dans la conduite d'une politique du groupe. Donc, on doit prouver le contrôle des filiales, on doit prouver qu'on exerce un réel pouvoir sur les filiales. Donc, notamment, on a une idée de service administratif, service juridique, service comptable, service financier rendu aux filiales. L'administration, elle va venir regarder un faisceau d'indices pour se dire, est-ce que vraiment on remplit ces critères-là? On a énormément de jurisprudence, vous le verrez après, on vous a mis un certain nombre de décisions, de cas où l'administration refuse le caractère animateur. Parce que comme on vous l'a dit, si l'administration refuse le caractère animateur, eh bien vous avez une partie du groupe qui ne pourra pas bénéficier du dispositif d'e-trade. On a vu notamment le manque de pouvoir de décision de la holding sur les filiales. Dès lors que vous avez une limitation de pouvoir de la holding, c'est pareil, on va considérer que ce n'est pas animateur. On le voit aussi dans tout ce que vous pouvez avoir comme preuve. Ça veut dire que si vous dites, bah oui, ma holding est l'animatrice, mais que vous n'avez pas de réelle preuve du contrôle de la holding, d'un espèce de pouvoir un peu coercitif où la holding va pouvoir imposer ses décisions aux filiales et avec un vrai retour, un feedback des filiales qui vont dire, oui, on a bien fait tel et tel point et on a bien suivi les structures. Tout ça, ça va être remis en cause. Donc, on a vraiment besoin d'avoir une mise en œuvre de moyens qui soient très précis au niveau de la holding et qui s'appliquent à la filiale. On a besoin de preuves, donc ça veut dire qu'il va vous falloir des rapports d'animation. Il va falloir que vous puissiez prouver que vraiment une politique est mise en place et qu'elle est appliquée par les filiales. Donc, ce n'est pas seulement une convention d'animation qui va suffire. Vous devez avoir et cette convention et la preuve de l'application au quotidien. Donc, ce qui se passe souvent pour mettre en place le caractère animateur, on essaie de prévoir les choses. Donc, on va mettre en place cette convention, on va, nous, souvent, vous donner un petit peu des trames de ce que vous pourriez mettre dans vos rapports, de ce qui pourrait être écrit. Après, le jour où vous avez un contrôle, ce qu'on a écrit, c'est joli, mais il faut qu'on ait une preuve. Il faut qu'on puisse voir qu'il y a eu des vrais échanges, des vrais retours faits des filiales et une vraie définition de structure de groupe. Ça veut dire que ce n'est pas seulement un PV qui va suffire, ce n'est pas seulement une convention, c'est vraiment un global. Et on le voit, l'objectif de l'administration fiscale, c'est de venir vous dire non, vous ne respectez pas les critères et vous n'êtes pas une holding animatrice. Alors, on vous a mis des jurisprudences, vous aurez le support, on vous laissera, on n'a que 40 minutes, donc on ne peut pas tout vous dire, mais on vous a mis un certain nombre. Sincèrement, quand vous lisez ça, toutes les jurisprudences, encore il y en a une cette semaine là, qui est tombée, la holding animatrice, ça devient quand même un miracle d'arriver à la caractériser.
Pourquoi? Parce que en gros, comme dit Angèle, hein, il faut, comment vous dire, il faut arriver à prouver que vous avez défini, par exemple, une politique commerciale unique sur toutes les filiales, une politique informatique unique, une politique RH. Et si jamais vous avez des filiales qui ne le respectent pas, vous avez ce fameux pouvoir coercitif d'embêter les filiales pour dire tu n'as pas respecté la politique groupe. Par exemple, vous venez chez nous, groupe TGS, vous avez une société tête de groupe qui met une politique pour tout le monde. On est tous soumis à la même politique RH, tous soumis à la même politique informatique, etc. Mais évidemment, dans ces holdings, vous allez retrouver des fois 40, 50, 60 personnes. Celui qui est TPE, PME, qui a un ou deux salariés dans sa holding, eh ben, tout de suite, on est plus affaibli, il faut qu'on se le dise. Parce que l'administration, elle a l'impression qu'on dit qu'elle est animatrice, mais qu'en fait, dans la réalité, il n'y a personne qui est capable d'impulser une politique groupe, puisqu'il n'y a quasiment personne dans la holding. Donc, même si les prestations de services et le personnel n'est pas un critère en tant que tel, aujourd'hui, moi, les personnes qui me disent j'anime le groupe et je suis tout seul dans ma holding, sincèrement, le risque, il est quasi de 100% que vous ayez un problème avec l'administration. D'autant plus que, je passe toutes les jurisprudences, hein, mais d'autant plus que politiquement, entre Élise Lucet, qui est sur votre dos à 21h sur France 2, et notamment sur ce qu'elle a appelé le monde des ultra-riches, plus vous avez le Parlement qui se saisit du sujet du trail à travers une proposition de loi, plus vous avez les Échos, la Tribune, etc., qui font tous les jours des articles sur le pacte du trail dans un contexte fiscal très compliqué. Autant vous dire que l'administration, elle ne se gêne pas pour remettre en cause ces sujets. Bon, je passe. Aujourd'hui, on a plutôt une jurisprudence qui essaye de temporiser un peu toutes les remises en cause, hein, évidemment, mais quand même, elle suit beaucoup l'administration dans les dossiers. Pour l'instant, elle a redit là récemment que le fait de détenir une SCI à travers plusieurs sociétés d'exploitation, donc une filiale SCI, n'est pas en soi un problème pour remettre en cause tout le caractère animateur de la holding. Parce qu'il y a un moment, il y avait des inspecteurs qui venaient, il y avait 14 filiales, il y avait la 15e filiale qui était une petite SCI d'un local commercial loué aux filiales, et on disait « Ah, désolé, il y a une SCI, votre holding, elle ne peut pas être animatrice parce qu'elle détient une SCI. » Donc évidemment, ça faisait tout voler en éclats. Pour l'instant, la jurisprudence sur ce terrain-là essaye de temporiser, sous réserve que vous soyez bien capable de prouver que vous avez animé les 14 autres filiales, et sincèrement, ce n'est pas simple, c'est beaucoup de formalisme. On voulait vous parler de deux thèmes importants. C'est du coup comment on le met en œuvre, ce pacte du trail, dans un schéma relativement classique où j'ai 2-3 enfants. Et souvent, on vient nous dire, bah ouais, mais les 2-3 enfants, ils vont pas exercer leur activité réellement dans la société, en fait, ou dans le groupe. L'autre enfant, il est ingénieur en Chine, ingénieur aux États-Unis, il est médecin, il est autre chose, peu importe. Mais en tout cas, il ne travaillera pas dans l'entreprise. Et en même temps, les enfants qui travaillent dans l'entreprise, eux, ne veulent pas forcément avoir leur frère ou leur sœur actionnaire à côté d'eux. Donc, le dispositif a évolué il y a quelques années pour permettre à la fois ce système de reprise d'entreprise par ceux qui sont intéressés, tout en bénéficiant du dispositif du trail. Je laisse Angèle vous expliquer un peu le schéma type. Donc là, dans l'exemple qu'on a pris, effectivement, vous avez une SAS qui est détenue par monsieur et madame. Donc, eux, leur volonté, c'est de transmettre leur société. Alors, ils ont 3 enfants, et sur leurs 3 enfants, vous avez seulement 2 enfants qui travaillent dans l'entreprise. Donc, l'idée, c'est de se dire, on veut respecter l'égalité entre nos enfants. Donc, on va bien faire une transmission à nos 3 enfants. Donc, on prévoit une donation pour les 3 enfants. Pour l'exemple, si on se dit que la société, elle vaut 9 millions, eh bien, dans le principe, on veut donner 3 millions à chaque enfant. Or, le problème qu'on a, c'est qu'on a 2 enfants qui travaillent dans la structure et un enfant qui n'est absolument pas intéressé par la structure. Eh bien, là, l'idée, ça va être de se dire, on va donner toute la société à nos 2 enfants, à charge pour eux de verser une soulte au dernier enfant, celui qui ne bénéficiera pas de la transmission. L'intérêt, c'est que les 3 enfants auront bien leur part, on aura bien respecté l'égalité entre les enfants, l'intégralité de la transmission bénéficiera du régime du trail,
mais seulement 2 enfants seront dans la société. Ça veut dire que là, concrètement, eh bien, on va donner la totalité des parts aux 2 enfants, à charge pour eux de verser un tiers de la valeur à celui qu'on a appelé Guillaume. L'idée, c'est que normalement, on aurait dû avoir le pacte uniquement sur la SAS et que Guillaume ait du cash, mais que ce cash soit directement dans le barème sans bénéfice du trait. Dès lors qu'on fait une donation de cette manière-là, en se disant on donne la société à charge pour eux de donner la soulte, eh bien, c'est les 9 millions qui vont bénéficier du bénéfice du pacte du trait. Et donc là, vous avez bien l'égalité patrimoniale, comme le dit Angèle, hein, puisque Francis et Hervé, ils ont 4,5 millions chacun, mais ils ont une dette de 3 millions envers Guillaume, et Guillaume, lui, bénéficie de 3 millions. D'accord? Donc, on a bien Francis 3, Hervé 3, Guillaume 3. Au global, on a bien 9. Vous me suivez, hein? Parce que Francis et Hervé, ils ont reçu 9 millions, mais ils ont une dette de 3 millions. Donc, ils ont un patrimoine net de 6 millions. Donc, 6 millions divisé par 3, ça fait bien, par 2, ça fait bien 3. Et Guillaume, il a bien ses 3 millions à recevoir de cash. La problématique, c'est que, évidemment, si vous êtes sur des petits montants, le règlement de la soulte peut se faire. Mais quand vous êtes sur des montants importants, comment vont faire Francis et Hervé pour payer cette soulte? Eh bien, ils vont souvent distribuer des dividendes. Et pour distribuer des dividendes, bah, vous connaissez la fiscalité des dividendes. Aujourd'hui, hein, c'est à peu près 30% avec la fameuse flat tax. Je passe sur les surcontributions qui existent là depuis quelques années, mais en principe, c'est 30%. Donc, à chaque fois qu'ils vont devoir lui payer ces 3 millions de soulte, fois 30% de flat tax, en fait, il faut qu'ils distribuent des dividendes aux alentours plutôt de 4,2 millions à peu près, 4,3 millions pour arriver à avoir un 3 millions net et les payer à Guillaume. Donc évidemment, la SAS, on va être obligé de lui retirer 4,2 millions de cash, soit étalé dans le temps, soit en une fois, pour que, net de fiscalité, Guillaume touche ses 3 millions. Évidemment, le texte a finalement autorisé un petit sujet qui consiste à dire Francis Hervé, vous avez récupéré des parts dans le cadre d'un pacte du trade. Vous êtes censé les conserver pendant un certain nombre d'années, 4 à 6 ans. On vous autorise quand même à les transférer dans une holding personnelle, tant que la holding conserve les titres et que vous conservez les titres de la holding. Okay, donc, on accepte une interposition, ce qui n'était pas le cas au démarrage du dispositif. Et grâce à ça, eh bien, la SAS, quand elle va distribuer des dividendes, ce sont les holdings financières de Francis et Hervé qui vont toucher les dividendes. Vous avez ce qu'on appelle le régime Murphy, c'est-à-dire pas de fiscalité de dividendes sur la remontée chez financières Francis et financières Hervé. Et ce sont les financières qui vont se charger de payer à Guillaume la soulte. Pourquoi? Parce que quand Francis et Hervé ont remonté leurs titres dans leur holding, ils ont aussi transféré la soulte, ce qui fait que ce sont les holdings qui se retrouvent à payer la soulte à Guillaume. Résultat des courses, je vous la fais simple. Au lieu que ça coûte 4,2 millions, 4,3 millions de dividendes bruts, ça va coûter que 3 millions de dividendes bruts pour 3 millions de dividendes nets. Et donc payer la soulte sans aucun surcoût fiscal. Donc, ça, c'est le schéma chez nous optimal. On a réussi à donner à Guillaume sa quote-part dans le patrimoine, 3 millions. On a réussi à le financer à travers la remontée des dividendes sans fiscalité, point 2. Et point 3, l'ensemble des 9 millions d'origine ont bénéficié du pacte du trade. Bon, on vous a mis les règles d'apport des titres, ça c'est pour la technique, pour ceux qui pourraient être concernés, mais sinon on vous invite plutôt à revenir vers vos conseils ou vers nous pour la mise en œuvre, parce qu'évidemment, tout ça est bourré de choses trappes. Angèle, peut-être un sujet sur aussi ce qui est très demandé par nos clients, la donation en démembrement. Alors là, ce qu'on se dit depuis tout à l'heure, on est sur l'idée d'une donation complète. Ça veut dire que vous allez donner une partie de vos titres en donnant tout simplement vos titres. Là, ce qu'on vous propose sur cette dernière partie, c'est pas de donner vos titres en pleine propriété, mais en nue propriété. Alors, l'idée des donations en nue propriété, c'est de se dire, dans la pleine propriété, quand vous avez des titres de société, eh bien, vous avez plusieurs parties. Vous avez le droit d'utiliser les titres, l'usus, le fructus, vous allez récupérer les dividendes, et puis l'abusus, c'est plutôt le droit de vendre. Là, l'intérêt sur des titres et sur du démembrement de titres, c'est de dire, ben moi, je conserve quand même mes titres, je conserve mes droits à mes dividendes.
En revanche, je vais donner à mes enfants le droit de les vendre. L'intérêt, c'est purement et simplement de se dire, je fais une donation à une valeur minorée, on va le voir, et au jour de mon décès, eh bien, mes enfants récupéreront la pleine propriété des titres sans complément de fiscalité. À titre d'exemple, si vous vous dites, moi, j'ai 55 ans, je commence à réfléchir à ma donation, je ne sais pas trop ce que je vais faire et ma boîte vaut 1 million, eh bien, si vous voulez faire une donation, vous allez avoir l'intérêt d'avoir une valeur de la moitié. Ça veut dire qu'à 55 ans, vous faites une donation démembrée, donc vous donnez uniquement la nue propriété à vos enfants. Si votre société vaut 1 million, on calculera vos droits sur 500 000. Et à ces 500 000, on pourra appliquer le bénéfice du pacte Dutreil. Donc, on est vraiment dans une idée d'anticiper une succession. C'est-à-dire qu'on va donner, non pas pour que les enfants bénéficient immédiatement des titres de la société, mais bien pour prévoir la suite. En se disant, comme on l'a vu tout à l'heure en plus, vous avez des abattements tous les 15 ans de 100 000 euros. Donc, plus vous allez faire tôt une première donation, plus les abattements vont pouvoir de nouveau être applicables. Donc, typiquement, vous commencez vos donations à 55 ans, et bien, vous allez pouvoir avoir une valeur de nue propriété qui représentera la moitié de la valeur réelle du bien que vous voulez transmettre. Indépendamment du pacte Dutreil, le sujet est historique, hein, puisque ça vient du droit latin, usus fructus abusus, hein, c'est ce qu'on vous a mis. Le sujet, c'est que l'administration en ce moment, elle est un peu sur les dents, vous le savez. Et ce qui pose problème, c'est qu'en effet, tu payes des droits de donation sur la valeur donnée en nue propriété. OK. Et quand l'usufruitier décède, ça repart chez le nu propriétaire, donc chez les enfants. La valeur repart de l'usufruit chez le nu propriétaire. Et il n'y a aucun droit. Je vous donne un exemple. C'était Liliane Bettencourt qui avait donné la nue propriété à sa fille sur des titres L'Oréal il y a très 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 longtemps. Et évidemment, les titres L'Oréal, entre-temps, ils ont fait fois 100, fois 200, fois 500. Quand Liliane Bettencourt est décédée, l'État ne perçoit rien. C'est-à-dire que la valeur, elle a été figée à l'époque. C'est terminé. C'est-à-dire que l'usufruitier s'éteint, ça part chez le nu propriétaire et c'est jackpot pour le nu propriétaire. Il ne repaye rien. Donc, il y a un super enjeu fiscal lorsqu'à la fois vous le faites tôt, jeune, quand vous êtes usufruitier, et à la fois quand la valeur est basse, quand la société est endettée. Puisque avec l'effet du temps, le désendettement va donner de la valeur à l'entreprise. Et au décès de l'usufruitier, ça repart au nu propriétaire et on ne repaye rien. C'est une technique la plus favorable qui existe dans le droit français aujourd'hui. L'administration commence à se dire, est-ce que c'est quand même bien logique que des gens bien accompagnés transmettent la nue propriété tôt sans qu'à un moment, l'État retouche quelque chose sur la valeur de l'usufruit qui repart chez le nu propriétaire. Je vous le dis parce que c'est un sujet qui va, à mon avis, très vite revenir dans les débats, surtout si on a des sujets politiques qui se reposent notamment sur le comblement du déficit. Donc, vous avez fait une petite simulation sur les faits et du Dutreil et de la nue propriété en partant du principe que vous aviez une valeur de 10 millions d'euros. Quand vous le voyez dans la première colonne, eh bien, vous avez une valeur en pleine propriété de 10 millions d'euros. Les 200 000 euros qu'on vous a mis d'abattement, c'est parce que par principe, vous avez un abattement de 100 000 euros par parent, par enfant, tous les 15 ans. Donc là, on estimait que vous aviez un seul enfant. Vous étiez monsieur, madame, et vous vouliez donner l'intégralité de votre patrimoine. Donc, on avait 200 000 d'abattement. Ça veut dire qu'on avait une valeur taxable de 9,8 millions et on arrivait approximativement à 3 400 000 euros de droits. C'est-à-dire que c'est quand même, enfin, vous aviez quand même au global 34% de droits à payer immédiatement. Pour la même donation, en pleine propriété avec un pacte Dutreil, ça veut dire que là, on considère que les 10 millions sont constitués par une société opérationnelle ou du moins un patrimoine entièrement éligible au pacte Dutreil. Vous avez la même idée de l'abattement de 200 000 qui est lié, pareil, ce qu'on se disait tout à l'heure, à 100 000 euros par parent, par enfant. Et en revanche, grâce au pacte Dutreil et grâce aux 75% d'exonération, eh bien, vous avez une base taxable de 2 300 000. Ça veut dire que pour la même valeur donnée, vos droits sont inférieurs à 650 000 euros, ce qui est ridicule par rapport aux 3 400 000 de tout à l'heure. On n'en a pas parlé là dans le cadre du webinaire, mais en complément, vous avez une particularité. Si vous faites votre donation en pleine propriété avant vos 70 ans, avec le mécanisme du Dutreil encore, vous pouvez avoir
une réduction de 50% du montant des droits. Ça veut dire que vous aurez bénéficié d'abord de 75% sur la valeur, donc une exonération de 75% de la valeur transmise. On calcule vos droits. Et ensuite, si la donation est réalisée avant vos 70 ans, eh bien, vous pouvez bénéficier d'une réduction de 50% des droits. Ça veut dire que vous n'allez pas payer 624 000 € de droits, mais 312 000 € de droits de donation. C'est-à-dire que vous allez faire une économie. En fait, vous allez payer 10 fois moins de droits. Ouais. Là, tu payes 3%. Ce qui est juste ridicule pour donner 10 millions d'euros. Les deux dernières colonnes qu'on vous a présentées, c'est si en plus vous décidez de faire une donation en nue propriété. Avec ce que disait Christopher, aujourd'hui, si vous décédez, la pleine propriété revient au nu propriétaire sans aucune fiscalité. On n'est pas à l'abri que demain il y ait une évolution et qu'on ait un complément à payer sur la partie usufruit qui sera retransmis. L'idée, si vraiment vous alliez au bout aujourd'hui, on aurait une transmission en nue propriété avec un Dutreil, c'est-à-dire que pour le même patrimoine transmis, à la fin, on arriverait à un montant inférieur à 150 000 € de droits. Donc, c'est dérisoire. Après, donc vous voyez quand même le pouvoir du dispositif. Hein. Là, ce qu'on vous a fait, c'est ce qu'a fait l'avocat fiscaliste dans Cash Investigation avec Élise Lucet. Il a fait la même. Je vous invite à aller voir le reportage, il est magique, entre guillemets, puisqu'elle a été voir le directeur général des finances publiques qui, à l'époque, ne savait pas trop combien coûtait le pacte Dutreil et à quoi ça servait. Mais ça, je passe. En tout cas, le problème de la nue propriété, c'est qu'évidemment, les clients, ils veulent toujours le beurre et l'argent du beurre. On est tous pareils. C'est-à-dire, quand vous avez du fruit, vous avez le droit au dividende et vous avez le droit de vote. Ils sont malins. Ils ont dit, OK, tu veux donner en nue propriété. Par contre, si tu fais un pacte Dutreil avec un avantage fiscal quasi magique, hein, la contrepartie, c'est que ce sont les nus propriétaires, donc les enfants qui votent en Assemblée générale. Et là, pour le coup, je trouve que c'est intelligent de la part de l'administration. C'est-à-dire qu'on te dit, OK, tu bénéficies de la nue propriété plus du Dutreil, donc les deux dispositifs ensemble. Par contre, la contrepartie, c'est que le nu propriétaire, il vote. Donc, il vote pour la nomination, la révocation des dirigeants, il vote pour toutes les décisions, sauf l'affectation du résultat, mais toutes les autres décisions, il vote. Ça veut dire que vous êtes quand même à la merci qu'à un moment, vos enfants, qui ne vous aiment plus parce que le cadeau de Noël n'a pas été assez important, décident de vous révoquer en tant que dirigeant. Et ça, nous, on n'est pas des grands fans en tant qu'avocats parce qu'on veut toujours contrôler le pouvoir des parents et des dirigeants historiques par rapport à des enfants qui arrivent dans les entreprises. Donc, à la fois, la nue propriété, c'est un avantage fiscal super sympa, mais ça a une grosse contrainte, c'est que le droit de vote, pendant tout le temps du pacte Dutreil, donc quasiment pendant 6 ans, c'est vos enfants qui votent à votre place. Et sincèrement, c'est pas quelque chose qu'on recommande forcément. J'ai vu quelques petites questions dans le chat, notamment sur la donation et la valeur. Qu'on soit clair, aujourd'hui, il y a quasiment plus de donations qui ne sont pas des donations dites partage. C'est-à-dire que quand vous allez chez le notaire, vous avez plusieurs enfants, on vous dit, je te donne de l'immobilier pour 100 000, des liquidités pour 100 000, des actions pour 100 000. Vous avez 3 lots équivalents en valeur. C'est une donation dite partage. On ne reviendra jamais sur la valeur. Si l'immobilier devient 1 million, que les actions font faillite, que les liquidités deviennent des crypto-monnaies, on ne regardera pas au jour du décès des parents ce qu'ont fait les enfants de l'argent. Ça, c'était, j'allais dire, dans le temps, il y a très longtemps. Aujourd'hui, avec le mécanisme de la donation dite partage, on fige les valeurs. Donc, si vous donnez votre société sur 10 millions d'euros aujourd'hui et que la boîte vaut 100 millions d'euros dans 40 ans ou dans 20 ans ou dans 10 ans, l'État s'assoit sur la survaleur qui a été créée depuis la donation. La donation, alors le calcul des droits aura été payé sur la base de 10 et pas sur la base de 100. Donc évidemment, comme le disait Angèle, il faut le faire tôt, pendant que la valeur n'est pas encore trop élevée, et toute la survaleur qui va être générée jusqu'au décès des parents revient aux enfants sans qu'il y ait aucune contestation possible, sous réserve évidemment que la donation ait été partage entre tous les héritiers, tous les enfants de la famille. On avait aussi une question sur les liens familiaux. Donc, est-ce que c'est forcément entre des parents? Est-ce que ça peut être entre une tante et ses neveux? C'est possible.
le faites avec qui vous le souhaitez, dans la limite que si vous êtes une tante et ses neveux, vous n'aurez pas les mêmes applications de barème, parce que le barème qu'on vous a mis là dans le support, et c'est un barème lien direct ascendant-descendant. Donc, il y a un barème spécifique si vous faites une transmission au profit de vos neveux. Ou, oui. Vous aurez un barème. Entre tante et neveu, c'est 55%. Hein, je vous la fais courte. Pour les gros montants, c'est plus de la moitié qui part à l'État. Hein, donc, je vous rappelle que quand vous n'avez pas de lien de parenté, c'est 60%. Donc, en fait, le Dutreil va marcher sur 75%, mais sur les 25% restants, vous allez vous faire dégommer à hauteur de 55% de fiscalité. Donc, c'est possible entre tante et neveu sans problème. C'est juste que sur les 25% qui ne sont pas exonérés, là, vous prenez plein pot la fiscalité. Sur aussi les apports de titres. En fait, l'apport de titres aujourd'hui, il peut être fait avant la donation, après la donation. Le dispositif est relativement ouvert. Il y a quelques années, je ne vous aurais pas dit ça. Aujourd'hui, le dispositif est ouvert. Les apports de titres au holding peuvent être faits avant ou après la donation. Et là, j'ai quoi? Le reversement de la soulte par les financières se fait sans fiscalité pour Guillaume? Tout à fait. Guillaume, en fait, il aurait dû avoir 3 millions de titres. Et puis, en fait, on lui dit, tu n'as pas 3 millions de titres parce que tu ne travailles pas dans la boîte, tu vas avoir 3 millions de cash. Lui, du coup, il reçoit 3 millions de cash sans fiscalité, en fait. Puisque dans l'acte de donation, on a fait 3 millions de titres pour chacun des enfants. Et après, le notaire explique que sur les 3, il y en a la totalité qui est récupérée par 2 enfants à charge de rembourser Guillaume de la valeur de ces titres qu'il ne récupère pas. Et donc, en fait, il récupère sa soulte sans fiscalité. Pourquoi sans fiscalité? Parce qu'à la place, il y a eu la fiscalité de la transmission, de la donation, et c'est les calculs qu'on a vus tout à l'heure, c'est-à-dire abattement de 75%, puis après calcul des droits, et c'est ça qui va faire que il va récupérer sa soulte sans fiscalité. Je vous donne un dernier élément qui risque de bouger là prochainement dans la loi de finances. Vous avez compris que pour les enfants, on reprend notre exemple de l'enfant unique de tout à l'heure à 10 millions d'euros, une fois qu'il a fini son engagement de conservation pendant 6 ans, cet enfant est libre de faire ce qu'il veut de la société. Il peut la vendre. S'il la vend 12 millions, l'État dit la plus-value qu'il fera, ce sera la différence entre 12 millions, le prix de vente, et 10 millions, le prix, la valeur de la donation qu'il a reçue. 12 moins 10. Donc en fait, il aura une fiscalité très faible. Il récupérera quasiment 10 millions en franchise de fiscalité. Ce qui est en train d'essayer de faire l'administration poussée par certains députés et sénateurs, c'est de dire que dès lors que tu as bénéficié du dispositif Dutreil, ta plus-value, elle ne sera pas calculée à partir comme prix d'acquisition à 10 millions, elle sera calculée sur 2,5 millions. C'est-à-dire qu'on va retraiter le bénéfice du Dutreil le jour où tu revends la boîte. En gros, on vous l'a fait simple. Vous avez bénéficié d'une carotte fiscale super avantageuse pour transmettre familialement. Mais si au bout des 6 ans, au bout de 7, 8 ans, 10 ans, tu décides de vendre toi-même à un Américain, un Chinois, à qui tu veux, pour récupérer le cash lié à l'entreprise, eh bien dans ces cas-là, l'État français considérera que en fait, tu as un peu violé l'esprit du texte et donc on te reprendra l'avantage du trade à travers le calcul de la plus-value. C'est un peu technique ce que je vous raconte, mais en tout cas, c'est ce qui est prévu pour la prochaine loi de finances. C'était déjà intégré dans la commission mixte paritaire cette année, mais ça a sauté au dernier moment. Je pense qu'on va arriver là-dessus, c'est-à-dire que tant que ça restera dans les familles, on te donne l'avantage fiscal. Le jour où tu vends à un tiers, on te reprendra l'avantage fiscal. Voilà un peu ce qu'on voulait vous dire en 3 quarts d'heure pile poil sur le pacte Dutreil. Merci pour vos questions. Je regarde s'il y en a d'autres. Un pacte Dutreil peut-il être mis en place en cas de donation de titres entre une tante et oui, ça on l'a vu. Ça c'est OK. Lorsque la donation est réalisée par l'avocat sous forme de don manuel. Alors oui, je vous le dis tout de suite, pourtant on est avocats tous les deux. Je suis pas un grand fan de... alors ça, vous allez retrouver des webinaires partout là-dessus. Il y a des gens qui communiquent énormément là-dessus. Moi, je suis pas fan de faire un don manuel avec pacte à côté qui vaut donation-partage. Pour moi, la donation-partage, elle n'existe que si c'est un acte notarié. Donc malheureusement, je fais de la pub pour nos amis notaires, mais je pense que c'est dangereux de passer par un avocat parce que je pense que vous pourriez avoir un problème. Quel est le délai recommandé entre l'animation d'une holding et la première donation sous Dutreil?
pour moi, c'est entre 2 et 3 ans au bas mot. Il y a eu des arrêts qui sont tombés de gens qui, au bout de 6 mois, ont fait la donation et se sont fait attraper. Voilà. On a remis de toute façon la jurisprudence dans le récupérer le support. Tout à fait. Vous avez nos 2 adresses mail, donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Vous allez recevoir aussi un petit questionnaire sur notre bonne tenue durant la présentation et vous pouvez récupérer le support pendant 6 mois à suivre. Vous pouvez voir en replay également. Donc n'hésitez pas à relire ce petit support et notre intervention. Et puis si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, soit Angèle, soit moi, soit les deux. Et on se fera un plaisir de répondre à vos questions. Bonne journée. Merci à vous. À bientôt. Au revoir.